Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 90e en ce vendredi, mais pas forcément le vendredi, vous êtes libre d'écouter le podcast durant votre sortie longue le week-end, le lundi si vous êtes en jour de repos, le mercredi avec les enfants, bref, un média qui se consomme à votre rythme. Moi je suis ravi de vous retrouver, bientôt le printemps, avec pour certains des objectifs qui vont se profiler dans une quinzaine de jours. On sera sur la ligne de départ du marathon. Donc un petit clin d'œil à Laurent, Lucie, Jojo qui vont braver le pavé et parcourir ces 42 km 195. Et puis tous les autres auditeurs qui ont des compétitions. Ça reprend de façon très importante en cette période donc du mois de mars. Dites-moi quels sont vos objectifs, quelles sont les compétitions auxquelles vous avez déjà pris part. Venez en discuter sur les réseaux Facebook, Instagram, @à côté de mes pompes. Et puis n'oubliez pas, pour faire connaître, remonter, découvrir, étoffer la communauté du podcast, 5 étoiles sur Spotify, mais également sur Apple Podcast si vous êtes utilisateur de cet appareil, de cette marque qui vous est, on va dire, familière. Alors, mon invité du jour est une athlète de 24 ans et si vous avez vu le titre de l'épisode, c'est vraiment la tête et les jambes. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Mathilde Sénéchal, qui est une athlète de l'AJBO, donc le club de Blois en athlétisme, qui mène aujourd'hui, je dirais, une double carrière. À la fois athlète de haut niveau, puisque Mathilde s'entraîne 11 fois par semaine. Elle est vice-championne de France élite du 5000 mètres. Elle a été championne de France espoir pour les crosses, mais également deuxième du championnat d'Europe espoir sur 3000 mètres. À côté de cela, elle mène une brillante carrière universitaire qui l'a fait passer par l'Université d'Orléans pour étudier le droit. Aujourd'hui, elle est en master de droit des affaires sur l'Université de Lyon. Elle va nous expliquer comment elle arrive à concilier ces deux emplois du temps, ces deux agendas et les difficultés que ça peut entraîner également dans cette préparation vers les Jeux Olympiques. Elle vise donc une qualification pour Paris 2024. Elle ne sait pas encore sur quelle distance elle s'alignera, mais en tout cas, son emploi du temps est bien chargé. Mathilde partage son temps entre Lyon, où elle mène ses études, et sa famille, donc restée sur Blois. Une famille qui a quand même une grande importance pour elle et qui fait partie de son équilibre au quotidien. La vie de sportive de haut niveau ne s'arrête pas seulement à la piste et aux entraînements. Mathilde nous indiquera qu'elle doit batailler pour aller trouver des sponsors pour l'aider, pour l'accompagner au quotidien. Sponsors envers qui elle est très reconnaissante. Elle n'hésite pas à donner de sa personne pour intervenir dans les entreprises afin de transmettre les valeurs, le retour d'expérience qu'elle peut avoir en tant que sportive de haut niveau. Donc, merci Mathilde d'avoir pris un petit peu de ton temps pour échanger autour du micro sur le podcast. Moi, je vous laisse en compagnie donc de Mathilde Sénéchal, la tête et les jambes, pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Mathilde, merci d'être l'invitée du podcast. Alors, je fais appel à toi parce que tu es une des figures donc de l'athlétisme en région centre, qui est ma région, celle où je vis, mais bien au-delà. Tu es un des espoirs donc de l'athlétisme français en vue des JO donc de 2024. Alors merci d'avoir accepté l'invitation du podcast dans un emploi du temps qui est très serré. On va en parler tout de suite après, mais je vais te laisser te présenter pour que les auditeurs sachent qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement. Salut Sébastien, merci beaucoup déjà pour ton invitation. C'est vrai qu'on a eu du mal à trouver un petit moment, mais là ça tombait plutôt bien, donc tant mieux, on va en profiter. Alors voilà, donc je m'appelle Mathilde Sénéchal, j'ai 24 ans. Je suis de Blois, donc en région centre. Mon club d'athlétisme, il est à Blois, c'est l'AJ Blois 11. Ça fait plus de 10 ans que je suis licenciée là-bas. J'ai fait mes études sur Blois et ensuite sur Orléans. J'ai fait ma licence de droit sur Orléans. Et donc là, depuis 2 ans environ, je suis partie à Lyon, donc pour poursuivre mes études en master de droit des affaires. Et à côté de ça, pour rejoindre le groupe d'entraînement de Bastien Perrault. C'est un centre d'entraînement national et régional à Lyon. Donc ça me permettait d'avoir une nouvelle structure avec un nouveau groupe d'entraînement. Et ça s'est plutôt bien passé.
il y a une petite période de transition forcément où il a fallu que je me réadapte à tout ce nouvel environnement, mais maintenant je me sens très bien là-bas, donc je suis très contente de ce changement-là. Donc là, je suis en master 2, je termine donc mes études cette année. Et à côté de ça, je m'entraîne à fond pour les Jeux en 2024. Je suis plus spécialiste du demi-fond, donc c'est-à-dire que pour l'instant, ça va du 5000 mètres aux 10 kilomètres, voire un peu plus. On va peut-être tenter d'aller sur des distances encore plus longues pour 2024 parce que c'est là où physiquement, en fait, où naturellement, je suis le mieux. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore testé toutes ces distances-là, mais on va vers du plus long, semi-marathon, peut-être marathon. On verra bien. Alors, je sais que tu sors d'un épisode de Covid. Comment vas-tu sur le plan de la santé? Est-ce que tu as repris les entraînements? Et est-ce qu'en tant que sportif de haut niveau, malgré, je pense, une VO2 max et une capacité respiratoire importante, est-ce que ça t'a impacté malgré tout? Bah, c'est vrai que moi, j'ai réussi, entre guillemets, à passer à travers jusqu'à présent parce que je l'ai attrapé donc en février, début février, après une compétition en fait. Mais je pensais pas que ça allait m'affaiblir autant. J'ai pas eu de gros symptômes, pas de grosses toux, etc. Mais par contre, une fatigue qui perdurait. J'ai été vraiment fatiguée pendant 3 semaines. Je pouvais plus courir. Enfin, j'allais courir à une vitesse qui pour moi normalement où je peux converser, où ça va très bien, et là j'avais du mal à respirer. Donc j'avais déjà eu quelques retours des filles qui avaient eu le Covid et qui m'avaient dit faut pas forcer parce que ça va être encore pire. Donc j'ai pris 5 jours de repos et j'ai repris tout doucement l'entraînement avec une semaine avec juste des footings, de l'aérobie. Ça allait de mieux en mieux dans la semaine, mais j'avais vraiment du mal à retrouver mon rythme d'avant. Et là, ça fait 2 semaines environ que ça va mieux, ou que j'ai pu faire des grosses semaines d'entraînement. Mais ça a été long. Ça a été long et il a fallu être patiente et puis bah surtout faire une croix sur beaucoup d'échéances parce qu'il y avait les chemins de France élite en salle du coup que j'ai pas pu faire, et bah le week-end dernier les chemins de France de cross pareil, où là j'avais repris l'entraînement sérieux que depuis 2 semaines, donc j'étais pas en mesure de pouvoir m'aligner et de prétendre à faire une bonne performance, donc on a préféré faire une croix dessus et plutôt se préparer pour la saison estivale. Si on revient à Mathilde, jeune enfant dans la région de Blois, comment tu as été amenée à découvrir l'athlétisme et en faire aujourd'hui quasiment ton métier, ta profession, même si tu continues ta formation universitaire? Ça vient d'où? Est-ce que c'est familial? Est-ce que l'entourage a eu son importance dans ce chemin que tu mènes depuis de nombreuses années maintenant? Je pense que l'entourage a forcément une importance. Même si j'ai commencé à l'athlétisme assez tard, parce que j'avais que 11-12 ans, 12 ans dans un club, mais depuis toute petite, depuis mes 5 ans, j'aime faire les courses qu'il y avait dans la région. Par exemple, il y avait le macadam blésois à Blois, et c'était la course de l'année, donc mon papa, il m'entraînait un peu pour ça, on allait courir de temps en temps ensemble. Je me rappelle, la veille, on allait même reconnaître le parcours, alors que c'était juste une boucle d'1 kilomètre, quoi, mais je sais qu'avec lui, j'allais souvent m'entraîner quand j'étais petite, donc il m'a transmis un peu cette passion de la course à pied. Et puis après, c'est vraiment que au collège, avec mon prof de sport, en fait, on faisait du demi-fond l'hiver et je courais avec les garçons. J'étais la seule fille qui pouvait courir avec les garçons. Donc il s'est dit, ce serait peut-être bien que tu rentres dans l'équipe UNSS du collège. Et du coup, quand c'est comme ça, après, on se fait un petit peu repérer par les entraîneurs des clubs aux alentours. Et c'est ce qui s'est passé. À l'UNSS, je commençais à gagner les courses départementales, régionales. Et puis, après 2 ans en équipe UNSS, j'avais gagné les chemins de France de cross UNSS. Du coup, ça avait montré que effectivement, j'avais des capacités dans la course. Et puis, du coup, de fil en aiguille, après, je me suis inscrite dans le club à Blois. Et puis, j'ai rajouté au fur et à mesure des années un entraînement en plus chaque année. Au début, je commençais à 2 entraînements par semaine parce que moi, je faisais plutôt de la danse. Avant, j'ai fait 10 ans de danse, je faisais de la gymnastique, etc. Donc, j'étais pas du tout dans le domaine athlétique. Et puis, bah, au fur et à mesure, il y avait moins d'entraînement de danse et plus d'entraînement de course à pied jusqu'à aujourd'hui, bah, où je m'entraîne 10 à 11 fois. Donc
Donc voilà, au fur et à mesure des années, j'ai été de plus en plus imprégnée par ça. Avec, tu le disais, toujours une fidélité à la JBO, donc le club de Blois. C'est pas trop compliqué d'être entre Lyon, où se passent tes études, et la région blésoise? Bah, c'est vrai que ça a été un choix assez, difficile de devoir partir, mais je sentais que j'avais plus. Ça faisait 10 ans qu'en fait je m'entraînais avec mon entraîneur et j'avais besoin d'autre chose et j'avais surtout besoin d'un groupe d'entraînement avec des filles avec qui je pouvais être à l'entraînement. Je sais que là à Lyon, il y a des filles, elles vont être devant moi sur certaines séances, sur d'autres c'est moi qui va pouvoir les tirer. Donc c'est plus challengeant et j'avais besoin de ça. Après, je suis très attachée à ma ville et le fait de pouvoir représenter la ville de Blois, aux bénévoles de mon club, etc. Ils ont fait beaucoup pour moi depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ils nous soutiennent sur les crosses, ils viennent tout le temps. La veille, ils préparent à manger, etc. Donc moi, ça, j'avais pas d'envie particulière d'aller dans un autre club. Je cherchais une structure d'entraînement, mais pas forcément un nouveau club. Donc voilà, je suis restée à Blois et j'en suis bien contente. C'est une fierté peut-être de représenter la ville et derrière peut-être le département, plus généralement la région. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Porter le maillot de la JBO ou sur un championnat de France enfin un championnat peut-être d'Europe, hein, parce que tu as participé à des compétitions européennes, le maillot France est peut-être un peu plus prestigieux, selon toi? Bah disons, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, dans tous les cas, je peux avoir le maillot de l'équipe de France, mais si on va au niveau microscopique, on voit que je viens de Blois. Donc, je pense que c'est plutôt une fierté, oui, de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Ça, c'est indéniable. Mais au-delà de ça, tous ceux qui portent le maillot de l'équipe de France, ils représentent aussi une région et ils représentent aussi un département et un club derrière tout ça. Et si je peux porter le maillot de l'équipe de France aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai été formée dans un club et qu'il y a eu des bénévoles et des entraîneurs qui m'ont amené à ce niveau-là. Donc, c'est clair que l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Alors, entre tes débuts jusqu'à aujourd'hui, quel serait finalement le souvenir le plus marquant, le plus mémorable, celui qui, pour toi, brille beaucoup plus que d'autres victoires que tu as pu emmagasiner? Bah, il y a eu une course qui a été un petit peu la course où je me suis dit, bon, effectivement, je pourrais peut-être aller encore plus loin et penser à des Jeux Olympiques. C'est quand j'ai fait vice-championne d'Europe junior sur 3000 mètres à Grosseto, c'était en 2017 en Italie. Je m'attendais absolument pas à pouvoir faire une médaille. À ce moment-là, j'étais encore un peu insouciante, on va dire, et j'étais déjà très contente de faire ce championnat et cette course, mais je m'attendais pas forcément à une médaille et ça se voit dans la façon dans laquelle j'ai couru. Au début, je suis pas du tout devant et au final, les filles commencent à craquer devant et moi je remonte. Mais je me rappelle que j'avais pris cette course très détendue, je me sentais très bien et finalement je fais une médaille d'argent. Donc c'était un très très beau moment et c'est à partir de là où je me suis dit bon, une médaille d'argent au niveau européen, même si c'était en junior, donc ça reste voilà, on est encore jeune, bah ça donne envie pour la suite dans les années un petit peu ou dans les années espoir, les années seniors de continuer à ce niveau-là et continuer à concourir à l'international. Donc ça a été on va dire la course un peu élément déclencheur pour la suite de ma carrière quoi et l'orientation que ça allait prendre. Élément déclencheur, ce qui veut pas pour autant dire que tu as délaissé tes études. Tu es aujourd'hui donc en Master 2, tu le disais, donc de droit des affaires. C'est facile à concilier les deux, c'est-à-dire que il faut être aussi performant dans les études que sur la piste. Comment ça se gère au quotidien? Tu le disais, 10-11 entraînements par semaine, faut que ça rentre vraiment au cordeau. C'est de moins en moins facile. J'ai toujours poursuivi mes études, je suis une bonne élève et j'aime travailler. Donc pour moi, ça n'a pas été un choix difficile que de dire je veux continuer mes études parce que j'aime ça, j'aime travailler. Donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que plus les années passent, plus le niveau d'exigence est important, que ce soit en études ou à l'athlé. Parce que là, mon master, il est très sélectif. Il y avait énormément de candidatures, plus de 1000 candidatures et on n'était que 20 sélectionnés. Donc quand on rentre dans ce master-là, bah moi tous mes camarades, ils veulent être avocats à la sortie, ils travaillent énormément, ils passent beaucoup plus de temps à travailler que moi, vu que moi le temps où ils travaillent, bah c'est le temps où je suis à l'entraînement. Et inversement,
Maintenant, mes concurrentes directes en France ou à l'international, c'est des filles qui vont faire que ça, qui vont s'entraîner 2 fois par jour, mais tous les jours, qui vont avoir le temps d'aller faire de la récup, d'aller chez le kiné, etc. Donc pareil, si je veux être aussi performante qu'elle, il faut que je tende à m'entraîner comme elle. Donc c'est un peu, à certains niveaux, ça devient compliqué. Jusqu'à présent, ça allait, j'ai toujours réussi à faire les deux, à être bonne dans les deux. Mais pour être excellent, comme quand on veut viser les Jeux Olympiques, il faut être excellent. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'avais à cœur de terminer mes études maintenant. J'ai pas voulu aménager mes années de master. C'est ce que j'allais te demander justement, si tu as bénéficié d'aménagements comme des sportifs de haut niveau. J'ai travaillé quelques années aux inscriptions à l'université à Orléans et on voyait justement des jeunes passer avec cette carte sportif de haut niveau. Est-ce que toi, tu en as bénéficié ou est-ce que ça n'a pas été possible au vu de ce master très sélectif? Justement, à Orléans, j'avais fait ma licence sur 4 ans au lieu de 3. Donc, j'avais pu en bénéficier à ce moment-là, mais je sais qu'au début, ça avait été difficile à mettre en place parce que, en étant dans une fac de droit, c'est pas le sport et le droit, ça va pas forcément bien ensemble dans l'esprit des gens. C'est pas comme si j'étais en STAPS où là, c'était déjà bien inculqué. Moi, quand j'étais en licence à Orléans, c'est un peu moi qui ai dû faire le chemin, montrer qu'on avait le droit à des aménagements et qu'il fallait les appliquer. Donc après, une fois que ça a été mis en place, ça s'est très bien passé. Mais du coup, sur Lyon, j'avais pas voulu étaler, mais j'avais le droit à quelques aménagements. Par exemple, il y avait des cours où j'étais pas obligée d'aller. Je pouvais enlever une matière. Bon, c'est des aménagements qui sont ce qu'ils sont. Faut les prendre, mais ça permet pas non plus de pouvoir s'entraîner 2 fois par jour sereinement. Donc, grâce un peu entre guillemets au Covid, l'année dernière par exemple, j'ai pu faire les cours à distance et moi ça m'a sauvé énormément de temps parce que j'habite près du stade à Lyon, mais loin de la fac. J'ai 45 minutes de transport et vu qu'on avait tous les cours à distance, ça me faisait gagner énormément de temps sur mes journées et mine de rien, ça m'a permis de m'entraîner plus et mieux. Donc là, je suis contente d'arriver vers bientôt la fin d'année. J'ai de moins en moins de cours et je peux me consacrer au mémoire et c'est un travail perso, donc je sais que ça, j'ai pas de problème à travailler de chez moi. Mais c'est vrai que là, je sens qu'il est temps d'arriver au bout et qu'arriver à un certain niveau, les études deviennent vraiment moins compatibles avec le sport de très haut niveau, quoi. Donc concrètement, pause après ce master, préparation donc en vue de Paris 2024. Qu'est-ce que tu ambitionnes après donc Paris 2024? De pas reprendre forcément tes études tout de suite ou de travailler peut-être comme avocate? Quel serait le métier qui te fait vibrer? Alors, en dehors de la piste? Moi, de base, voilà, je vais être avocate plus tard. Donc, une fois que j'aurai terminé mes études, je serai juriste. Et pour être avocat, il faut encore repasser un concours pour entrer à l'école d'avocat. Il y a 18 mois de formation derrière. Et ensuite, on peut être avocat. Donc, c'est encore une autre formation à faire derrière. Et c'est pour ça que moi, je me voyais pas le faire maintenant en préparation olympique. Enfin, j'aurais pas pu me mettre à 100% dedans, sachant que c'est un concours aussi très sélectif où là, il faut être à 100% dans ce concours-là. Donc ça, je le passerai sûrement après 2024. Mais voilà, pour l'instant, je me laisse le temps de pouvoir bien m'entraîner, souffler un peu de tout ça et prendre le temps de faire les choses correctement sans courir à chaque fois droite à gauche entre les cours et l'entraînement et essayer de caser le kiné une fois par semaine si j'arrive, mais de temps en temps c'est difficile. Donc bon, là j'ai envie de prendre le temps de faire les choses un petit peu plus correctement et sereinement. Donc quelqu'un qui demain vient te voir avec un contrat un petit peu bancal pour du sponsoring ou tout autre produit, là tu pourras le retoquer. Là c'est la juriste qui va parler et tu vas défendre tes intérêts bec et ongle. C'est vrai que du coup, moi j'adore le droit parce qu'on apprend des choses vraiment importantes. Du moins, moi j'arrive à le retranscrire dans ma vie perso et ma vie d'athlète. D'ailleurs, je fais mon mémoire sur le statut juridique des sportifs de haut niveau. Donc en fait, j'essaye vraiment de lier tout ça et je trouve ça super intéressant. Donc oui, il y a des notions que je retrouve après dans ma vie d'athlète entre guillemets, chef d'entreprise, vu que c'est comme si j'avais une entreprise quand j'ai des contrats, quand j'ai des sponsors, des partenaires, c'est aussi tout ça à gérer à côté. Donc moi ça m'aide aussi d'avoir ces notions juridiques là. Parce qu'on a vu beaucoup de sportifs de haut niveau, titrés européens, voire titrés au niveau mondial.
ne plus avoir un centime de côté suite à des placements un petit peu, on va dire, fantaisistes, sans qu'ils ne soient vraiment au courant. Donc, il y a aussi peut-être un intérêt, et, pas une profession, mais peut-être que derrière, tu pourras défendre les intérêts de sportifs de haut niveau. Oui, bien sûr. Sincèrement, je comprends parce que même moi, en étant dans le domaine et dans le milieu sportif et juridique, il y a plein de choses qui sont difficiles à comprendre. C'est très flou. Et pour des sportifs qui passent leur journée à s'entraîner, qui n'ont pas forcément de temps pour aller à creuser tout ça et qui n'ont pas les connaissances juridiques, j'imagine que ça doit vraiment être compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai envie un petit peu de mettre ma main là-dedans et d'essayer de rendre tout ça un petit peu plus clair et lisible pour les sportifs qui n'ont pas forcément ces connaissances juridiques derrière. Donc, il y a pas mal de choses à faire et à améliorer au niveau du droit et du sport. Alors là, aujourd'hui, une journée type, Mathilde, ça ressemble à quoi? À quelle heure tu te lèves en général? S'il y a des cours, hein, si on est dans un emploi du temps mêlant la fac et ensuite les entraînements, les kinés, les sollicitations diverses et variées, tel un podcast par exemple qui vient se greffer dans la journée. Comment tu t'organises? Bah, en fait, mes journées, elles changent vraiment tout le temps. C'est jamais les mêmes. Dans la semaine, ça va tout le temps changer. Parce que mes cours, c'est jamais au même moment. Les entraînements, bon, ça, je les sais à l'avance, donc ça va. Mais les journées, c'est jamais les mêmes. Donc, disons que, en ce moment, les journées, c'est plutôt 2 entraînements par jour. Donc, le matin, ça va être un footing, un peu plus de 10 kilomètres de footing, assez cool. Et le soir, ça peut être une séance à la piste. Donc, quand je suis à Lyon, là, il y a eu des journées la semaine dernière qui étaient un peu chargées, où le matin, j'allais courir vers 7h30. J'allais en cours de 10h à 14h. Je rentrais chez moi et après, j'avais entraînement à 17h au stade. Donc, après, de 17 à 19 au stade. Entre-temps, il y avait tous les temps de trajet qui me font perdre énormément de temps. Et donc là, ces journées-là, c'est vrai que c'est des journées où à la fin, je rentre le soir, je suis assez crevée parce que j'ai pas de temps de pause entre entraînement, le cours, etc. Et ça va bien 1 ou 2 fois dans la semaine, mais ça peut pas être comme ça tous les jours. Sinon, quand j'arrive le soir à l'entraînement, bah, je suis pas productive, c'est pas qualitatif ce que je fais et forcément le rendu il sera moins bien. Donc bon, disons que les journées, j'ai pas trop le temps de m'ennuyer, mais j'essaye de plus en plus de m'imposer des temps calmes et essayer de mettre une petite sieste ou du moins un petit temps de repos de 30 minutes entre 2 entraînements ou entre un cours et un entraînement, quoi. Alors tu disais le kiné, une fois par semaine, t'aimerais peut-être le voir un petit peu plus souvent. C'est que tu es toujours un peu sur la corde raide en termes d'optimisation, on va dire, hein, comme une Formule 1, c'est-à-dire que l'athlète de haut niveau, c'est réglé au millimètre, donc faut que rien ne puisse perturber peut-être une séance avec une petite douleur. Est-ce que tu es très attentif justement à tous ces signaux que ton corps peut t'envoyer? Bah j'essaye, en tout cas, j'essaye d'écouter. Après, je pense que les athlètes, on est un petit peu tous pareils. Des fois, on s'écoute pas assez, ou alors on sait pas trop si là c'est la flemme qui parle ou si c'est vraiment qu'on est fatigué et qu'il faut pas y aller. Et moi, c'est un peu ça mon problème, c'est que je suis toujours à pousser encore plus. Les entraînements, quand on me dit des chronos, bah j'ai toujours envie de faire moins que les chronos, donc faire mieux. Et des fois, il y a des entraînements où juste il faut y aller cool parce que ça fait partie de l'entraînement, c'est fait exprès qu'il soit cool pour que celui d'après soit plus fort. Donc j'essaye maintenant de mieux temporiser tout ça, mais c'est vrai que des fois on est un peu la tête dans le guidon et on essaye un peu de mettre des œillères et de pas trop écouter quelques petits signaux, mais après ça nous revient tout de suite dessus. Donc faut trouver le juste milieu et le bon équilibre là-dedans, je pense. Et tu arrives assez facilement à switcher de ton rôle d'étudiante vers celui d'athlète de haut niveau. J'avais reçu Cindy, donc qui est préparatrice mentale, qui évoquait le besoin, toi, d'un petit sas de déconnexion entre le moment où tu quittes ton activité professionnelle ou les études et l'entraînement. Est-ce que toi, tu arrives, vous avez peut-être des personnes qui vous accompagnent, mais comment tu passes de l'un à l'autre en chassant peut-être des problématiques qui sont liées à la préparation de ton mémoire, à tes études, pour vraiment être focus sur ton entraînement par la suite? Ouais, c'est vrai que ça c'est super important et moi ça a été une problématique surtout l'année dernière parce que voilà, j'étais en première année de master,
je sentais que c'était un master très compliqué, très sélectif, donc ça me prenait beaucoup la tête. Et je sais que surtout en période de partiel, quand j'arrivais à l'entraînement le soir, bah, je mettais au moins 30 minutes avant de me mettre dans la séance et dans l'entraînement parce que j'avais encore la tête dans les partiels, dans les révisions. Pendant le footing, je me disais, bon, alors ce soir, il faudrait que je révise tel truc et tel truc de telle heure à telle heure, etc. Et j'étais pas pleinement consciente et pleinement présente. Et maintenant, effectivement, en plus, après avoir été suivie par une sophrologue, j'avais eu ces problèmes-là d'arriver au stade sans être vraiment ici. Et du coup, elle m'avait effectivement dit qu'il fallait un temps entre quand je ferme mon cahier, quand je ferme mon ordinateur et le temps où je suis au stade pour un petit peu se remettre les idées en place et dire bon, maintenant ça c'est terminé, on passe à autre chose. Et les 2 heures où je suis au stade, bah, je suis pleinement présente et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Et on verra en rentrant une autre après à la maison si je me remets à travailler ou pas. Mais c'est vrai que c'est important d'arriver à couper et juste à être présente dans le moment présent, dans ce qu'on fait. Parce que sinon, bah, c'est un peu comme ça qu'on peut se blesser ou passer à côté d'une séance importante, des choses comme ça, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de louper complètement une séance avec quelque chose qui avait pollué ton quotidien, ou sur une course de ne pas être totalement dedans parce que l'environnement, tout ce qui peut polluer, hein, cette charge mentale qui pèse parfois sur nous, a eu raison de ton bon état de forme? À l'entraînement, ça m'est jamais arrivé parce que disons qu'avec le coach, avec les filles autour, j'arrive à me remettre dans la bulle de l'entraînement, donc ça va. Mais c'est vrai que des fois, j'ai eu des courses en compétition où bah, le mental, il part à côté, où il est absorbé par l'environnement et on n'est plus dans notre course, dans nos sensations, on est dans les cris du public, dans tout l'environnement, sauf nos propres sensations à nous. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique que j'ai déjà fréquemment rencontrée, sur laquelle j'ai travaillé et sur laquelle maintenant je sais trouver les solutions pour ça. Mais c'est vrai que le mental, il peut avoir tendance à vagabonder ailleurs alors qu'il est censé se concentrer et nous donner de l'énergie pour avancer et courir, quoi. Donc dans ces cas-là, le rôle du coach, le rôle des proches est quand même, je pense, important. Enfin, tu te raccroches à quoi quand le mental ou que la séance est difficile? Quand tu es sur Lyon, tu as le groupe, mais quand tu fais tes séances toute seule sur Blois, pour aller chercher la motivation, c'est peut-être un petit peu plus compliqué? Bah, en fait, moi, je dis toujours que quand on n'est pas vraiment... Il y a des jours où je suis pas motivée, hein, ça c'est sûr. Ça me rassure que même des sportifs de très haut niveau ne sont pas motivés parfois. Je pense qu'on est humain et comme tout le monde, il y a des jours où on n'a vraiment pas envie d'y aller. Mais après, c'est plutôt une discipline en fait, parce que en fait, vu que c'est comme un travail, c'est comme si bah un matin je me levais, je disais bah non, j'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui. Bah ça se passe pas comme ça en fait, on peut pas faire ça. Et moi, c'est vraiment plus une question de discipline. Les jours où j'ai pas envie, voilà, il va pleuvoir. Bon bah c'est sûr que ça va pas me donner envie. Je vais mettre de la musique un peu sympa et puis je vais y aller. Et puis au final, je serai contente de l'avoir fait quand même. Donc ouais, il faut savoir à un moment donné, des fois, être discipliné. Heureusement qu'il n'y a pas que des jours comme ça parce que sinon on n'a plus de plaisir et on arrêterait assez rapidement. Mais j'essaie d'être disciplinée. Je sais que derrière j'ai mon coach. En fait, j'ai une trame d'entraînement. Je sais ce que je dois faire tel jour. Si je le fais pas, je sais que ça va mettre le bazar dans toute la trame que mon coach avait prévu. S'il avait prévu que je fasse tel entraînement ce jour-là, c'était pour une bonne raison. Et j'ai pas forcément envie que ça chamboule tout. Donc non, je suis ça parce que je sais que derrière mon coach, il me suit et il attend de savoir comment ça s'est passé. Je sais que bah c'est important parce que si moi je vais pas m'entraîner, les autres elles vont s'entraîner à ce moment-là. Donc je pourrais pas prétendre à être aussi forte que des filles qui vont s'entraîner au moment où moi je décide de rester chez moi parce qu'il pleut par exemple, une chose comme ça. Donc après c'est juste un état d'esprit et un mode de vie aussi, je pense à avoir, quoi. Et cette discipline, on la retrouve sur d'autres aspects qui ne sont peut-être pas toujours visibles au niveau de l'entraînement, au niveau diététique, au niveau sommeil. C'est des facteurs sur lesquels tu es là aussi vigilante. Enfin, il y a peut-être des personnes autour de toi, hein, dans le staff, en plus de l'entraîneur qui t'accompagne, mais est-ce que ça fait partie également de toute cette discipline pour arriver à tutoyer les sommets? Bah oui, forcément, quand on s'entraîne autant de fois dans la semaine, bah en fait notre vie elle est rythmée par les entraînements, donc on peut pas se permettre à côté de faire n'importe quoi. Moi j'accorde beaucoup d'importance surtout au sommeil parce que je sais que c'est la meilleure des récupérations. Ça sert à rien d'aller
à la cryo, des choses comme ça, si on dort pas suffisamment d'heures. Donc, j'accorde énormément d'importance à ça. L'alimentation, forcément, ça a un rôle aussi majeur. Après, j'essaye de pas non plus trop me prendre la tête parce qu'on peut vite pencher du côté un petit peu plus obscur et être trop prise de tête. Déjà que ça nous demande beaucoup d'énergie, d'aller s'entraîner autant de fois, etc. Donc l'alimentation, je sais ce que je dois apporter à mon corps après les séances, je sais ce que je dois lui donner pour qu'il soit performant, mais c'est pas pour autant que je vais m'empêcher d'aller au restaurant avec mon chéri, faire un bon repas le dimanche avec ma famille. Enfin voilà, je veux pas me couper socialement par rapport à ça. Donc voilà, c'est un mode de vie à avoir. Bien évidemment, je vais pas sortir le soir tard, je vais pas faire tout ça, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas avoir une vie à peu près normale. Enfin, j'ai des amis, j'ai un chéri, ça va plutôt bien, quoi. Et dans finalement cette vie que tu mènes au quotidien, ta famille, comment elle perçoit justement le fait que Mathilde, elle est là en passe de participer aux Jeux Olympiques, si tout se passe bien, si l'entraînement est calibré pour te porter justement jusqu'à cette Olympiade. Je pense qu'il y a une fierté depuis tes débuts, depuis les différentes marches que tu as pu gravir. Mais là, Jeux Olympiques à Paris, il y a quand même une saveur un petit peu différente. Comment ils le perçoivent et comment ils t'accompagnent? Bah, j'ai de la chance d'avoir une famille vraiment très très aimante et aidante. Et ils savent faire aussi la différence entre Mathilde Sénéchal, l'athlète, et simplement Mathilde Sénéchal, leur fille ou leur sœur, ou etc. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que quand je rentre chez moi, je suis juste moi. Et on parle pas forcément d'athlètes, on parle pas de tout ça. Bien évidemment, quand je leur raconte mes entraînements, ils sont tout à fait intéressés, ils viennent toujours sur mes compétitions, ils ont fait des heures de route inimaginables pour me voir courir. Ils sont toujours présents, mais aussi, je sais qu'ils m'aiment pour ce que je suis et pas forcément pour ce que je fais. Et ça, c'est très important d'avoir ce socle-là et ce pilier-là, parce que c'est vrai que plus on gravit, entre guillemets, les échelons, plus on a de gens qui nous tournent autour, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et moi, ma famille, elle a toujours été là. Quand je gagne, ils sont super contents, et quand je perds, ils sont tristes pour moi, mais c'est pas pour autant que ma valeur va baisser dans leurs yeux. Et ça, c'est très important. Donc, je pense qu'ils sont conscients et pas trop non plus conscients de ce que je fais au quotidien. Enfin, vu que je vis pas avec eux en ce moment, ils se rendent plus ou moins compte. Mais des fois, quand je rentre le week-end et qu'ils me voient aller courir le matin puis repartir le soir, et souvent mon père il me dit ah bah tu retournes encore. Bah ouais mais papa, les 11 entraînements il faut les mettre, quoi. Il faut les passer, hein. Donc, L'entraîneur, même à distance, il surveille. c'est ça. Et du coup, des fois, ils sont encore un peu étonnés de me revoir aller m'entraîner, mais non, j'ai vraiment énormément de chance de les avoir avec moi. Ça t'aide à avoir les pieds sur terre finalement, d'avoir ces racines familiales. Est-ce que tu cours encore avec ton papa quand tu reviens sur Blois ou pas du tout? Ou il te suit en vélo peut-être pour faire le ravitaillement? Il pourrait me suivre en vélo, mais j'avoue que maintenant en course à pied, même si mon papa court encore alors qu'il a 75 ans, là ça devient compliqué pour lui. Mais du coup, je vais courir avec ma petite sœur qui a 10 ans et qui est championne départementale d'ailleurs en cross. Donc, elle a repris un peu le flambeau de la famille. Mais non, je sais qu'ils sont à fond derrière. Si mon père peut nous suivre en vélo, il le fait. Et puis, du coup, ma petite sœur, maintenant, elle a repris tout ça aussi. Elle est aussi à la JBO à Blois. Donc, ça va, on est plutôt à fond derrière tout ça, quoi. Le nom Sénéchal sera encore à briller dans les compétitions, on va dire, locales, voire plus si ta sœur gravit les échelons. Au niveau justement de ces compétitions, est-ce que quand tes parents, tes proches te suivent sur des courses, est-ce que tu as quand même le temps de les voir, de les entendre, ou est-ce que tu es vraiment dans cette bulle? Enfin, ça m'a toujours questionné, même sur des sportifs de très très haut niveau, des footballeurs, des joueurs de rugby. Là, voilà, on voit des matchs où les familles sont parfois présentes. Et je me posais la question en athlétisme, avec le bruit que ça peut faire, est-ce que tu as l'occasion quand même de les entendre et les cris, les mots que peuvent avoir les proches le long des rambardes ou le long des mains courantes? Est-ce que tu les entends? Est-ce qu'elles te portent quand même suffisamment? Alors, je pense que c'est propre à chacun. Moi, je sais que quand je sais que ma famille vient, je dois les voir avant d'aller courir, quoi.
je pourrais pas aller sur les lignes de départ et ne pas savoir qui sont arrivés, ne pas les avoir vus avant. Donc soit je les vois la veille quand c'est des compétitions internationales et qu'ils ont pu venir dans le pays étranger avant, je les vois la veille de la course quand ils viennent d'arriver, ou alors je les vois le lendemain sur le terrain avant le départ. Mais j'ai toujours à cœur de pouvoir les voir avant d'aller courir. Et par contre, oui, ça c'est sûr que sur le terrain, je reconnais leur voix parmi les milliers de voix qu'il y a autour, que ce soit celle de mon père, de ma mère ou de ma petite sœur. Je me rappelle, quand elle avait 5 ans, elle venait déjà et sa petite voix, je l'entendais parmi tout le monde parce qu'elle criait tellement fort que je pouvais pas ne pas l'entendre. Donc je pense qu'on a des voix qui forcément nous marquent plus que d'autres et qu'on reconnaît parmi des centaines. Donc moi, je les entends à chaque fois, je sais à peu près du coup à chaque fois où ils sont positionnés et forcément, bah ça me donne une force supplémentaire, quoi. Alors cette force qui te conduira donc jusqu'à ces Jeux Olympiques, je te le souhaite. Comment tu ressens justement cette préparation vers les Jeux Olympiques? Est-ce que tu trouves qu'en France, on est en 2022, de mon point de vue, je vois pas grand-chose bouger. Est-ce que tu le partages ou est-ce qu'on n'a peut-être pas toutes les informations sur la préparation, peut-être des infrastructures, des choses qui pourraient permettre à nos athlètes d'être un peu mieux préparés ou dans de bien meilleures conditions? Bah ça c'est le point sensible, c'est clair. Moi à mon niveau, bon pour l'instant, vu que je suis encore dans les études, je me considère pas vraiment dans une préparation olympique à fond. Donc je sais que je vais y être là à partir de dans quelques mois. Donc voilà, ça c'est pour mon côté. Après, sincèrement, bien sûr que là, c'est l'inertie totale. Enfin, il faut que les choses avancent parce que je vois personne en parler. Je veux dire, que ce soit au niveau politique ou au niveau régional, départemental, etc. J'ai de la chance quand même d'avoir quelques acteurs et quelques partenaires autour de moi qui veulent faire bouger les choses, mais ils disent pareil, qu'ils sont confrontés à des murs en fait, que j'ai l'impression qu'on attend que ça arrive, d'arriver en 2024, de voir que bah il y avait peut-être pas autant de médailles que ce qu'on aurait pensé, et après d'incriminer les athlètes de ne pas avoir fait le nécessaire. Mais C'est ce qu'a dit le président, hein, notamment avec un ouais, discours tout à fait. à l'occasion d'une rencontre avec les Paralympiques. On pourra en parler tout à l'heure avec Exactement. une de tes partenaires d'entraînement. Mais oui, faut des médailles, mais par contre derrière, il y a pas grand-chose. Ouais, faut des médailles, mais les médailles elles viennent avec les moyens. Et la politique dans ce moment, c'est d'aider les athlètes qui sont déjà au très très haut niveau. Les listes ministérielles ont été réduites considérablement. C'est des critères très très élevés pour être considéré comme athlète de haut niveau. Moi, au niveau juridique, je suis pas athlète de haut niveau. Je suis que sur sur la liste collectifs nationaux, qui n'est pas une liste considérée comme haut niveau. Donc ça veut dire que je n'ai pas les droits y afférents. J'ai d'autres droits minimes, mais pas des droits que peuvent avoir les athlètes élites, qui sont déjà des athlètes qui ont une carrière très importante, qui ont été finalistes mondiales, etc. Donc pour des athlètes, pour des jeunes athlètes comme moi, qui s'entraînent et qui essaient à côté d'avoir des études et de mettre de plus en plus de temps dans l'entraînement, c'est quand même assez compliqué de pouvoir se structurer et de pouvoir en vivre parce que on n'a pas le temps de trouver un emploi à côté. C'est pas possible quand on s'entraîne 2 fois par jour. C'est très compliqué, ou alors il faut un mi-temps et encore, du coup, on a forcément moins de temps pour la récup, etc. Et pourtant, bah, il faut pouvoir en vivre. Il faut payer, bah, les frais de la vie courante, le loyer, etc., l'alimentation. Et à côté de ça, les stages qui coûtent de plus en plus cher vu qu'il y a de moins en moins d'aides de la fédération. Donc, tout ça mis bout à bout, bah, ça fait que c'est un sacré budget. Et bah, c'est à nous de le trouver en fait. Moi, je sais que ça fait 3, 4 ans que je me démène auprès de partenaires locaux que j'ai eu la chance de rencontrer pour arriver à financer mes stages, à payer un entraîneur, à payer préparation physique, préparation mentale, ostéo, kiné, tout ça, parce que bah sinon c'est compliqué quoi. Et la famille est également importante, enfin pour un soutien pas seulement moral, mais financier également. Bon, il y a tous les étudiants aujourd'hui, et quels qu'ils soient, c'est parfois compliqué. Toi, tu greffes la problématique d'être athlète de haut niveau. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti découragé? Tu as dû peut-être passer par des moments où tu t'es dit bon, à quoi bon faire tout ça si j'ai pas d'accompagnement, si personne ne m'aide? J'ai beau avoir des performances, mais ça paraît compliqué de jouer sur tous ces tableaux. Il y a eu des moments où effectivement j'étais un petit peu moins, pas forcément découragée par rapport à l'aide que je pouvais recevoir, etc. Mais
j'ai eu des périodes où mes performances n'étaient pas du tout à la hauteur de ce que je pouvais faire à l'entraînement, et ça c'est assez frustrant parce que quand on se donne tous les jours à l'entraînement et que derrière on n'est pas récompensé à juste titre, c'est frustrant, mais je pense qu'il faut pas le faire en attendant d'avoir un retour et une considération des autres parce que c'est pas la bonne motivation. Moi, je me vois pas arrêter de courir tout simplement parce que j'aime la course à pied dans son état le plus simple. J'aime cette sensation d'aller courir et la sensation qu'on a après quand on se sent super bien. Donc, je pense que quoi qu'il advienne, j'arrêterai pas ça. Après, forcément, une fois qu'on est rentré dans l'engrenage du sport de haut niveau, ça fait tellement partie de notre personnalité, c'est tellement un mode de vie particulier que tant qu'on aime ça, on n'a pas du tout envie d'arrêter. Donc même si on n'a pas la considération qu'on aimerait, je pense que moi, la considération que j'ai de mes proches, de mes amis, etc., ça me suffit amplement. J'ai pas besoin d'avoir la considération de d'autres personnes, disons. C'est déjà très très bien, quoi. Même si certains auditeurs ont pu t'apercevoir sur France 3 à l'occasion donc de mini-reportages dans l'optique des Jeux Olympiques. Donc c'est passé il n'y a pas tellement longtemps après Stade 2, un dimanche soir. Est-ce que tu peux revenir sur ce projet et pourquoi tu as été choisi? Ouais, ça c'est super super cool d'avoir mis ça en place. C'est l'équipe de Destination 2024 qui ont fait ça donc en collaboration avec France 3. On a été, je crois, on est plus d'une vingtaine d'athlètes. Il y a aussi des athlètes paralympiques qui ont été choisis pour faire des mini-capsules de vidéos jusqu'en 2024 pour un petit peu suivre notre préparation, essayer de montrer ce qu'on fait au quotidien, qui on est, etc. Et ça, par exemple, c'est super parce que ça met en avant des jeunes athlètes comme moi. Et rien que de passer à la télé, c'est une super com et ça permet de montrer ce qu'on fait et ça atteint un public qu'on n'aurait pas forcément atteint qu'avec les réseaux sociaux. Donc, des actions comme ça paraît peut-être pas grand-chose et pourtant ça nous aide beaucoup et ça permet un peu de démocratiser aussi tous les sports parce qu'il n'y a pas que l'athlétisme qui passe. Il y a beaucoup de sports, donc je trouve ça vraiment c'est une très bonne initiative et c'est une bonne chose de pouvoir mettre la lumière sur les différents athlètes, quoi. Alors, est-ce que le téléphone a plus sonné après ce passage à la télévision ou est-ce que tu as quand même des partenaires fidèles qui t'accompagnent depuis quelques années? Et si tu peux les citer, parce que c'est l'occasion de les mettre à l'honneur. J'ai la chance d'avoir effectivement des partenaires qui sont très fidèles et surtout qui sont des partenaires locaux. C'est aussi ce que j'avais à cœur d'entreprendre, c'est de pouvoir avoir des relations, de vraies relations humaines avec des partenaires qui soient blésois ou de la région. Donc, je suis aidée par le cabinet d'audit DR Audit qui se situe à Blois, par l'entreprise Sidamo, par Monsieur Paul Seignol, par l'entreprise Alstef qui elle est basée plutôt sur Orléans, par l'entreprise Mondelez à Blois. Et après, voilà, j'essaye toujours, bien sûr, de pouvoir avoir d'autres partenaires qui viennent se greffer parce que on a forcément besoin toujours de pouvoir remplir le budget, mais je suis déjà très très fière et très heureuse d'avoir ces partenaires qui me sont fidèles et qui sont prêts à me suivre jusqu'en 2024. Donc voilà, c'est aussi une aventure sportive et aussi surtout une aventure humaine parce que je partage avec eux mes résultats, que ce soit des résultats bons ou un petit peu moins bons. Quand j'ai l'occasion de passer les voir à l'entreprise, je vais les voir. Je peux aller faire un entraînement avec les collaborateurs, avec les employés. Donc voilà, j'essaie de partager au mieux mon quotidien et de pouvoir aussi faire le lien avec, par exemple, la vie d'un manager ou d'un chef d'entreprise ou d'un employé, d'un collaborateur, parce qu'il y a pas mal de passerelles qu'on peut faire entre le sport de haut niveau et leur vie à eux, que ce soit au niveau de la motivation, un peu l'hygiène de vie, comment se fixer des objectifs et les atteindre, tout ça, comment se relever d'un échec par exemple. Donc voilà, j'essaye de mêler le sport et l'entreprise et je trouve qu'on a beaucoup à s'apporter mutuellement. Sur un plan des équipements, est-ce que ce sont tes propres deniers qui servent à financer ces paires de chaussures et ces tenues ou est-ce que là aussi tu as des marques qui sont venues à toi
avec peut-être un contrat de sponsoring. Comment ça se passe? Est-ce que tu as ton mot à dire ou est-ce qu'on t'impose peut-être telle paire de chaussures? Comment c'est géré dans le back-office, on va dire, d'un sportif de haut niveau? Bah, au début, comme tout le monde, on s'achète nos propres chaussures et puis après, en fonction des performances, on peut être repéré par les marques. Moi, je sais que j'ai un agent qui travaille pour moi, un manager. Donc, c'est lui qui est en relation avec les différentes marques. Et c'était il y a, je crois, 4 ans. C'est effectivement quand j'avais fait ma médaille au championnat d'Europe. Ça nous met en avant, ça met la lumière sur nous. Et du coup, les marques, après, elles viennent voir le manager en disant, cette personne m'intéresse. Donc, j'ai été en contrat avec Nike pendant 2 ans. C'est là où j'ai commencé à avoir mes premières dotations. C'est vrai qu'au début, ça nous paraît être Noël, quoi, parce que quand on rentre et qu'on a tous ces cartons, franchement, c'est vraiment un moment important, enfin, un moment très, très émouvant, je trouve, dans la vie d'un athlète d'avoir ses premières dotations. Et maintenant, là, ça va faire 1 an que je suis en contrat avec Puma. Donc, je suis aussi très ravie de pouvoir représenter cette marque maintenant et donc quand c'est comme ça on nous envoie les paires de chaussures, les vêtements et après à nous de voir celles avec lesquelles on se sent le mieux, mais généralement on a largement le choix et largement de quoi faire. Alors, est-ce qu'elles sont équipées de plaques carbone, ces chaussures Puma? Alors, peut-être pour la route, mais pour la piste, est-ce que le carbone est arrivé sur vos pistes et sous vos pointes? Le carbone est arrivé. Après, malheureusement, comme j'ai des très petits pieds pour l'instant, il n'y a pas encore ma pointure. Mais oui, le carbone est arrivé chez Puma au niveau de la piste. Les Suisses l'ont. Je vois les filles et les étrangères commencent à les avoir aussi. Moi, j'attends qu'ils fassent ma pointure, mais ça ne serait tardé. Donc après, oui, on a déjà les baskets à carbone pour la route. Ils ont d'ailleurs sorti un nouveau modèle récemment très performant. Donc Puma essaye vraiment de revenir au niveau sur le demi-fond parce qu'ils avaient beaucoup d'athlètes en sprint, sur les haies, etc. Et là, ils ont essayé de remettre une nouvelle team sur le demi-fond. Donc je pense qu'il y a des belles choses à venir bientôt, quoi. Là, je tiens une sportive de haut niveau. Quels sont les bénéfices du carbone? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi qui les as testés? Parce que c'est le grand débat aujourd'hui. Est-ce que les performances sont pas galvaudées? Est-ce que c'est vraiment les sportifs qui vont avoir des performances accrues grâce au carbone? Ou est-ce que c'est le fruit d'un entraînement bien plus poussé? Qu'est-ce que tu en penses? Et toi qui les as testés, est-ce qu'il y a vraiment un réel apport? L'apport du carbone, il est indéniable. On peut pas dire que c'est uniquement l'entraînement, ça c'est pas possible. Les performances là, à chaque fois, tous les records du monde sont battus. C'est parce qu'avant, ils avaient pas du tout les mêmes technologies qu'on a maintenant. Donc, il faut aussi remettre chaque chose dans son contexte et à son époque. Maintenant, la chaussure carbone, ça va être la norme. Donc, on verra les performances qui seront faites comparativement entre chaussures carbone. Après, moi, à mon échelle, effectivement, oui, je sens que ça m'aide, surtout par exemple sur des séances difficiles, longues et importantes. Quand c'est comme ça, je mets les chaussures carbone parce que je sais que musculairement, je vais être moins fatiguée ou du moins ça va repousser mon seuil de fatigue et je vais pouvoir mieux assimiler la séance et avoir moins de traumatisme pour enchaîner l'entraînement derrière. Donc, je l'utilise surtout dans ce contexte-là, quand c'est des séances importantes et assez difficiles. Je me dis, bon là, je vais mettre les carbones, ça va un petit peu m'apporter un confort supplémentaire. Et après, en compétition, oui, je pense que après, tout dépend aussi de la façon dont on pose le pied au sol. Moi, j'ai une pose de pied qui est plutôt attaque-talon, donc selon les chaussures, les carbones vont plus ou moins m'aider. Mais il y en a qui vont pouvoir bénéficier de l'entièreté de la plaque carbone, d'autres qui vont un petit peu moins bien l'utiliser. Ça dépend de tout à chacun, mais en tout cas, c'est indéniable que ça aide dans les performances. Après, il faut pas non plus tout mettre dessus. Un athlète qui s'entraîne pas, il a beau mettre des carbones à ses pieds, il avancera pas. Mais disons que pour un athlète qui s'entraîne très bien, ça accompagne cet entraînement qui a été fait derrière et c'est maintenant devenu un outil quasiment indispensable dans les performances. Parmi mes auditeurs, je sais qu'il y a des adeptes des chiffres. Ça représente combien de kilomètres par an? Est-ce que tu sais combien tu parcours de kilomètres et combien tu uses de paires de chaussures? Alors par an, je sais par semaine. Après, il faudra faire le calcul. Moi, je suis en droit, je suis pas en mathématiques. Mais disons que je fais entre
90 à 100 kilomètres en semaine normale, voire un petit peu plus. Et en stage d'entraînement, je peux aller jusqu'à 130, 140 kilomètres par semaine. Après, il y a des semaines off au mois de juillet, août, où là, c'est plus cool. Et puis après, en paire de chaussures, en fait, vu que j'ai chaque paire pour chaque type d'entraînement, disons, je vais tourner avec 6 paires de chaussures. Peut-être pour les footings, je vais peut-être changer des paires de chaussures 3-4 fois dans l'année. Et puis après, ça va être sur les entraînements plus intensifs, je vais avoir une autre paire de chaussures. Donc vu que je tourne beaucoup entre quelques paires, bah ça les use un petit peu moins. Mais par contre, c'est clair que ça tourne beaucoup quand même, quoi. Et c'est important d'avoir une bonne paire de chaussures qui soit pas trop usée, parce que je sais que des fois je vois des gens courir avec des paires de chaussures où je me dis mais je pense qu'ils se font encore plus mal qu'autre chose au niveau des articulations, des genoux, etc. C'est quand même important de vérifier la semelle de la chaussure, voir si elle est toujours quand même en bon état ou pas, quoi. Alors sur l'entraînement, est-ce qu'il y a une séance, quand tu la vois au programme, tu dis si je peux la sauter, celle-ci, je la mets de côté. Et une deuxième, qui là par contre, c'est la séance fétiche. Alors la pire et la fétiche, ce seraient lesquelles ? Bah, moi en fait, j'adore aller m'entraîner, j'adore l'entraînement, donc j'ai pas de séance où je pourrais dire j'ai pas envie de la faire. J'arrive jamais à l'entraînement en disant celle-ci j'ai pas envie de la faire. Après, je reconnais sur le plan les séances qui seront difficiles. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait 10 fois 1000 mètres, récup 1,15. Là, pour le coup, ça tapait un peu. C'était un matin, j'étais toute seule avec mon coach, donc heureusement, il était sur le vélo. Il y avait beaucoup de vent, donc il m'a quand même aidé pour contrer le vent, etc. Mais cette séance-là, une fois que je l'avais finie, bah, voilà, j'étais pas fraîche l'après-midi, quoi. Donc, c'est des grosses séances où, sur le papier, on voit que ça va être dur, et quand on est dedans, on se dit ah ouais, c'est vraiment vraiment dur en fait. Donc c'est des séances très dures. Après, celles que j'aime bien, c'est généralement les séances un peu plus qualitatives l'été. J'aime bien les séances SP15, même si SP1500, même si moi je suis pas très très forte sur le 1500, mais j'aime bien ces séances un peu courtes, par exemple des 500, 2 fois 3 fois 500. C'est des séances où ça envoie, ça dure pas trop longtemps, et on sent qu'on va vite. Donc bon, un peu contradictoirement, les séances que je préfère, ça va être les séances un peu plus courtes et qualitatives, mais après, à vrai dire, par rapport à l'entraînement, je rechigne pas trop. On peut me donner un peu n'importe quoi, moi j'adore, donc ça me va. Et au niveau des surfaces, entre la piste, le cross, donc un peu plus la boue, et le bitume, tu t'orientes vers, tu le disais, des distances un petit peu plus longues. Donc, tu vas délaisser progressivement la piste pour le macadam. Bah après la piste, on y revient toujours. Même les coureurs de marathon, ils vont faire des séances sur la piste. C'est important d'avoir toujours cette base de vitesse. Donc encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Je vais aller de plus en plus, je pense, sur des courses sur route pour tester. Là, par exemple, dimanche prochain, je vais faire un 10 km sur route. J'en ai encore jamais fait en compétition, donc je vais voir ce que ça donne. Mais après, moi, ce que j'adore de base, c'est courir dans la nature. Donc le cross, forcément, ça reste la base, que ce soit pour tout coureur. On voit bien des fois, championnat de France, il y a des coureurs de 800 qui viennent, il y a des coureurs, bon voilà, de un petit peu toutes les distances, parce que le cross l'hiver, c'est un peu le rendez-vous incontournable. Donc je pense que il y aura toujours un peu des trois. Et vers Paris, alors, si on se tourne vers cette préparation olympique, est-ce que tu t'es déjà mis des échéances, ou est-ce qu'on est encore un petit peu trop tôt là pour voir quel sera finalement ton planning jusqu'à 2024? Si, j'ai forcément, avec mon coach, on a forcément un petit peu établi un plan jusqu'en 2024. Pour l'instant, vu qu'on est encore hésitant sur la distance sur laquelle je vais pouvoir me présenter, cette année, on s'est laissé cette année pour tester les distances, voir ce que je peux valoir, par exemple sur un semi-marathon, s'imaginer sur un marathon, etc. Donc on teste cette année, et puis en fonction de ce que ça aura donné, on affinera pour les 2 années suivantes. Mais en tout cas, oui, il y a des échéances qui sont prévues, programmées, qui sont un petit peu des objectifs intermédiaires, parce que clairement, pour l'instant, les Jeux Olympiques, c'est un rêve, enfin un objectif ambitieux qui me permet d'être ambitieuse au quotidien et d'avoir un niveau d'exigence important au quotidien. Mais il y a encore énormément de chemin à faire pour y arriver, et beaucoup de choses
à prouver et encore un niveau à augmenter pour y être, quoi. Est-ce que le fait que les Jeux Olympiques soient en France, ça offre une perspective peut-être plus importante et un pourcentage de chance plus grand pour les athlètes français, ou est-ce que les standards vont être les mêmes que si les Jeux Olympiques s'étaient passés comme à Tokyo ou à Londres auparavant? Est-ce qu'il y a peut-être un favoritisme envers les athlètes français, ou est-ce que pas du tout? Bah, généralement, le pays qui accueille, il essaye d'emmener le plus d'athlètes possible parce que forcément les frais sont moindres. Donc, je pense qu'il y aura plus de places d'ouvertes. Après, si on réalise pas les niveaux requis, on n'y sera pas, on sera pas dans l'équipe. Donc, il faut quand même faire les minima, il faut quand même arriver à avoir le meilleur niveau possible. Sinon, on rentrera pas dans l'équipe. Mais, par exemple, si on peut être 3 de sélectionnés sur une distance, ils vont faire en sorte d'en emmener 3 qui seront le plus proches des minima, je pense, plutôt que si c'était à l'autre bout du monde où là, il y aurait que celles qui auraient fait les minima qui auraient pu y aller, quoi. Et quel est ton relationnel avec les autres athlètes qui font partie ou qui ont fait partie des équipes, on va dire, nationales dans lesquelles tu as pris part? Est-ce qu'il y a une entente? Est-ce que c'est cordial? Ou est-ce que tu sens quand même une certaine rivalité, on va dire pas forcément de façade, mais quand vous êtes à l'entraînement, est-ce qu'on se rend coup pour coup? Comment ça se passe? Bah, on s'entraîne pas tous ensemble. Enfin, pour les athlètes qui sont souvent en équipe de France, on est un petit peu éparpillés dans toute la France, dans plusieurs centres d'entraînement. Donc, on s'entraîne pas forcément ensemble. Après, des fois, on part en stage d'équipe de France ensemble. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'on s'entraide de plus en plus. Dans les années jeunes, on était tous un petit peu insouciantes. Donc, on s'entraînait ensemble, ça se passait très bien, il n'y avait pas de souci. Mais là, c'est vrai qu'on sent que on a besoin les unes des autres pour se tirer vers le haut. Il y a eu des très bonnes performances qui ont été faites chez les féminines ces dernières années. On voit que le niveau féminin, il ne cesse d'augmenter et d'être de plus en plus élevé. Donc, je pense que ça fait une vraie émulation pour toutes les filles. Et du coup, quand on est en stage, bah, on est super content de pouvoir se retrouver et faire des séances ensemble. Par exemple, là, en janvier, j'étais à Montegordo, au Portugal. Donc, j'étais de mon côté avec mon groupe d'entraînement. Et il y avait d'autres filles du groupe de Fontainebleau qui étaient là, qui sont des filles avec qui, par exemple, Leila Hadji, Margot Siraki, qui ont récemment fait chemin de France de cross, qui ont fait podium. Et ben, on a réussi à s'entendre pour pouvoir faire une séance commune ensemble, alors qu'on n'avait pas forcément ça prévu dans notre plan exactement. Les coachs se sont entendus, on a fait la séance tout ensemble et c'était super. Donc, ça permet de s'entraider chacune et de pas rester dans son coin à faire une séance qui pourrait être quasiment similaire. Là, on s'est tout aidé et c'était top. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus une vraie entraide et émulation. Pareil, cet hiver, quand on a couru le 3000 mètres en salle au meeting à Miramas, bah en fait, toutes les filles avec qui j'étais en stage, on s'est retrouvées à ce moment-là et on a toutes fait notre record à cette course-là. Donc, je pense que c'est que comme ça en fait qu'on peut y arriver. Si on compare aux garçons, ma génération qui est celle des garçons en 98, 97, c'est ceux qui gagnent les chemins d'Europe de cross depuis des années et c'est comme ça en fait qu'ils ont réussi à créer une équipe soudée. C'est en s'entraînant ensemble dès qu'ils le pouvaient, c'est en étant des amis en dehors des copains. Et après, en étant des très bons concurrents sur la piste en championnat de France, mais au niveau européen, ça crée une équipe très solide, quoi. Alors, c'est ce que tu dis, hein, ce côté sport individuel, mais au service d'une équipe un peu plus large, et ça se retrouve dans les résultats. Alors, tu as aussi sur Blois quelqu'un qui a pu te booster et t'inspirer en la personne de Marie-Amélie Le Fur. Tu la côtoies régulièrement? C'est quelqu'un qui t'accompagne dans ton parcours de sportif de haut niveau? Est-ce que vous arrivez à caler, quand tu es sur Blois, des entraînements communs, même si elle est plus spécialisée dans le saut en longueur? Bah, j'ai eu la chance de pouvoir la côtoyer assez souvent quand j'étais plus régulièrement sur Blois, en effet, et qu'elle s'entraînait encore. Parce que maintenant, vu qu'elle a mis sa carrière de côté, elle est sur beaucoup d'autres projets professionnels. Donc, Marie, elle est très occupée. Mais moi, c'est une femme que j'admire énormément. C'est un exemple pour moi. J'ai la chance d'avoir des très bonnes relations avec elle. Donc, je sais que dès que j'aurai l'occasion et dès qu'on pourra, on se verra forcément parce qu'elle a énormément de choses à m'apporter. Mais ça, pour le coup, c'est une super image
notre ville et de notre département et de notre région et de la France, quoi. Est-ce que tu penses qu'un jour, justement par rapport aux Jeux paralympiques, on pourra obtenir une seule Olympiade où les sportifs, j'aime pas dire le mot valide parce que ils sont tout à fait compétents pour pratiquer le sport, mais qu'il n'y ait plus une première Olympiade et ensuite les Jeux paralympiques. Est-ce que tu penses que ce sera possible dans les années à venir? Bah, sincèrement, je vois pas pourquoi ça le serait pas. Après, forcément, on peut pas concourir en même temps sur les mêmes courses, ça semble plutôt logique, mais ce soit en même temps, j'avoue, je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire, quoi. Je pense qu'il doit y avoir sûrement des raisons logistiques derrière, parce que si ça se fait comme ça, c'est qu'il y a sûrement des raisons. Je les ignore, mais pourquoi pas? On posera la question peut-être à des représentants de la fédération et des instances nationales, parce que ça m'a toujours surpris, le fait de mettre un petit peu de côté 15 jours, 3 semaines après les grandes Olympiades, ces Jeux paralympiques. Alors Mathilde, on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais te demander sur quel support les auditeurs pourront te retrouver si ils veulent entrer en contact avec toi, même si on sait que tu es très très prise, et ça aussi ça doit être un travail à temps plein de pouvoir alimenter tes réseaux et d'échanger avec tes followers. Comment tu l'intègres dans ton emploi du temps? Tu te gardes un petit bout d'agenda pour répondre, alimenter tes réseaux, parce que on sait que ça peut être très chronophage aussi, hein. Oui, c'est vrai. Après, j'essaie de le garder assez spontané. Moi, les réseaux, j'utilise comme une fibre lambda, disons. J'aime bien je suis même pas forcément que des athlètes. Je regarde plein d'autres choses qui m'intéressent. Mais bon, des fois, j'ai un peu de mal à me rendre compte qu'il y a 10 000 personnes qui me suivent et qui voient les photos que je poste. Donc, c'est vrai que du coup, maintenant, je poste un petit peu moins de photos privées avec ma famille, des choses comme ça. Je garde ces moments. Ça reste ton jardin secret. Tu l'as un peu externalisé des réseaux. En fait, plus il y a de gens qui suivent, c'est des gens éloignés que je connais pas forcément. Avant, quand j'avais que mes amis, il n'y avait pas de souci. Mais après, j'ai quand même à cœur de pouvoir partager les photos, des fois des photos à l'entraînement, des photos en compétition, partager un petit peu ce que je fais à côté et qui je suis, parce que je trouve que c'est important. J'ai toujours des très bons retours en message ou j'ai toujours des très bons contacts. Donc moi, c'est aussi motivant de voir qu'il y a des gens derrière qui nous suivent, qu'on connaît pas forcément, mais qui savent les performances qu'on a fait, qui nous soutiennent à fond. Donc je suis assez présente sur Instagram. Je le prends pas comme une contrainte de dire je dois répondre à tel moment. Non, enfin pour moi c'est voilà, je reste une jeune femme de 24 ans, donc forcément j'ai un peu le téléphone toujours avec moi, soit sur Instagram. Après je suis aussi présente sur Facebook ou LinkedIn. Donc voilà, sur un petit peu tous les réseaux on peut me retrouver. Moi, je te remercie, Mathilde, pour avoir pris justement 1 heure de ton temps pour enregistrer cet épisode. C'est la tête et les jambes, hein, entre le master de droit des affaires et ces 11 entraînements par semaine, avec en ligne de mire donc ces Jeux olympiques. Donc, si des auditeurs souhaitent, dans leur fonction peut-être de dirigeant, de chef d'entreprise, t'accompagner, eh bien, la ligne est ouverte à eux de te contacter. Et puis, moi, je te souhaite une belle saison. Bonne fin d'année pour cette année universitaire qui te fera basculer après dans la préparation des Jeux Olympiques. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. C'était super les questions. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça a changé des questions un petit peu lambda qu'on pouvait avoir d'habitude. Donc merci à toi pour ce temps d'échange et à bientôt. Donc bonne course dimanche. 10 km, ce sera où ? C'est à Villeurbanne, à côté de Lyon. Donc c'est une course vraiment dans la préparation pour cet été. On va voir ce que ça donne, mais j'ai hâte de recourir et de retrouver un peu la compétition. Un petit objectif secret ou pas du tout ? Juste le plaisir. Un bon chrono, quoi. Bon, alors on scrutera les chronos, et puis je le partagerai sur les réseaux. Encore merci Mathilde, et puis pour les auditeurs, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera
énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.